Le jour de l'examen, l'inspecteur dispose d'un petit livret avec la liste des questions numérotées de 1 à 100. Pour savoir quelle question poser, il se basera sur les 2 derniers chiffres du totaliseur kilométrique. Par exemple, ici, il posera la question numéro 32. Vous aurez 3 questions. Une question portant sur une vérification intérieure ou extérieure, une question portant sur la sécurité routière et une question sur les premiers secours. La vidéo ici présente ne concerne que les premiers secours. Comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident routier? Il faut délimiter clairement et largement la zone de danger de façon visible pour protéger les victimes et éviter un suraccident. En cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit être porté avant de quitter le véhicule? Il faut porter le gilet de haute visibilité avant de sortir du véhicule. C'est pour cela qu'il doit être immédiatement accessible à partir du poste de conduite. Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de présignalisation? Il doit être placé à une distance d'environ 30 mètres de l'accident, ou avant un virage, ou un sommet de côte. Dans quelle situation peut-on déplacer une victime? On peut la déplacer en présence d'un danger réel, immédiat, non contrôlable. Ce déplacement doit rester exceptionnel. Il peut s'agir par exemple d'une voiture en flammes ou en train de sombrer dans l'eau. Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable? Avant de prêter assistance à quelqu'un, il faut être sûr de pouvoir le faire sans danger pour soi-même. La victime doit être visible, facile à atteindre et rien ne doit gêner son dégagement. Il faut être sûr de pouvoir réaliser le dégagement de la victime. Si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit-elle être déplacée? Elle doit être déplacée dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences. Quel comportement adopter en cas de diffusion du signal d'alerte du SAIP, le système d'alerte et d'information des populations? Il faut se mettre en sécurité, s'informer grâce aux médias, au site internet des autorités dès que leur consultation est possible, et respecter les consignes des autorités. Par quel moyen doit être réalisée l'alerte des secours? L'alerte doit être donnée à l'aide d'un téléphone portable, ou à défaut d'un téléphone fixe, ou d'une borne d'appel d'urgence. Pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit-elle être précise et rapide? Afin de permettre aux services de secours d'apporter les moyens adaptés aux victimes dans le délai le plus court. Quels sont les numéros d'urgence à appeler? Ces numéros sont le 18, numéro d'appel des sapeurs-pompiers, le 15, numéro d'appel des SAMU, et le 112, numéro de téléphone réservé aux appels d'urgence et valide dans l'ensemble de l'Union européenne. Quelles sont les 3 informations à transmettre aux services de secours? Il faut transmettre le numéro de téléphone à partir duquel l'appel est émis, ainsi que la nature et la localisation la plus précise du problème. À quel moment pouvez-vous mettre fin à un appel avec les secours? On le fait uniquement lorsque notre correspondant nous invite à le faire. Sur autoroute, comment indiquer avec précision les lieux de l'accident depuis un téléphone portable? Il faut indiquer le numéro de l'autoroute, le sens de circulation et le point kilométrique. Qu'est-ce que le système d'alerte et d'information des populations, le SAIP? Il s'agit d'un signal destiné à avertir la population d'un danger imminent ou qu'un événement grave est en train de se produire. Il peut s'agir par exemple d'un nuage toxique créé par un accident industriel. Comment est diffusée l'alerte émise par le SAIP? Elle est émise grâce aux sirènes, aux médias tels que Radio France et France Télévisions, ou encore grâce à l'application mobile SAIP. Comment est composé le signal d'alerte du SAIP diffusé par les sirènes? Il se compose de 2 codes distincts. Le SNA, signal national d'alerte, qui est une variation du signal sur 3 cycles successifs, et le signal de fin d'alerte, qui est un signal continu. Lors d'un appel avec les services de secours,
Pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher? Il faut attendre son accord, car il peut nous conseiller ou nous guider dans la réalisation des gestes à faire ou ne pas faire jusqu'à l'arrivée des secours. Qu'est-ce qu'une hémorragie? Il s'agit d'une perte de sang prolongée provenant d'une plaie qui ne s'arrête pas. Elle imbibe de sang un mouchoir en quelques secondes. Quels sont les risques pour une personne victime d'une hémorragie? Cela risque d'entraîner pour la victime une détresse circulatoire ou un arrêt cardiaque. Comment arrêter une hémorragie? On peut l'arrêter en appuyant fortement sur l'endroit qui saigne avec les doigts ou la paume de la main en mettant un tissu propre sur la plaie. Qu'est-ce qu'une perte de connaissance? C'est lorsque la victime ne répond pas et ne réagit pas. Quels sont les risques pour une personne en perte de connaissance allongée sur le dos? Il y a un risque d'arrêt respiratoire et d'arrêt cardiaque. Citez les 3 manières d'évaluer l'état de conscience d'une victime. On peut lui poser des questions simples. Est-ce que vous m'entendez? Ouvrez les yeux. Lui secouer doucement les épaules et lui prendre la main en lui demandant d'exécuter un ordre simple. Madame, si vous m'entendez, serrez-moi la main. Comment vérifier la respiration d'une victime? On regarde si le ventre et la poitrine se soulèvent et si l'on sent de l'air à l'expiration. Quel comportement adopter en présence d'une victime qui a perdu connaissance? La victime ne répond pas et ne réagit pas, mais respire. Il faut la placer en position stable sur le côté ou position latérale de sécurité, PLS. Puis il faut alerter les secours et surveiller la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours. Dans quel cas peut-on positionner une victime en position latérale de sécurité? On le fait si la victime ne répond pas, ne réagit pas et respire. Qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque? C'est lorsque le cœur ne fonctionne plus ou fonctionne d'une manière anarchique. Quel est le principal risque d'un arrêt cardiaque sans intervention des secours? Le risque est la mort de la victime qui survient en quelques minutes. Pourquoi faut-il pratiquer immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire sur une victime en arrêt cardiaque? Car les lésions du cerveau, consécutives au manque d'oxygène, surviennent dès la première minute. Quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque? Dans un premier temps, il faut alerter immédiatement les secours, puis masser en pratiquant une réanimation cardio-pulmonaire, et enfin défibriller en utilisant un défibrillateur automatisé externe, appelé DAE. Qu'est-ce qu'un défibrillateur automatisé externe, appelé DAE? C'est un appareil qui peut permettre de rétablir une activité cardiaque normale à une victime en arrêt cardiaque. L'utilisation d'un DAE sur une victime qui n'est pas en arrêt cardiaque présente-t-elle un risque? Non, car le défibrillateur est automatisé et se déclenche uniquement quand la victime est en arrêt cardiaque. À partir de quel âge peut-on suivre une formation au premier secours? On peut la suivre à partir de 10 ans. Une personne non formée peut-elle utiliser un défibrillateur automatisé externe? Oui, grâce aux instructions fournies par l'appareil, schémas et messages vocaux. Quels sont les signes d'un arrêt cardiaque? La victime ne répond pas, ne réagit pas et ne respire pas ou présente une respiration anormale. Pourquoi ne faut-il pas laisser une personne en perte de connaissance allongée sur le dos? Car elle risque un étouffement par des liquides présents dans la gorge ou par la chute de la langue en arrière.